Alors, on va se rassurer tout de suite pour savoir si on entend Marie. Marie, est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Bonjour à tous. Bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend? Donc, je vous laisse faire un petit retour dans le chat. Vous êtes déjà nombreux connectés, donc n'hésitez pas à faire un petit retour. Est-ce que vous avez entendu Marie ou pas? Est-ce que ça marche mieux que la dernière fois? On va attendre quelques secondes le temps que vous puissiez nous dire. En attendant, je me présente. Donc, Charles-Henri, des gentils développeurs Data Platform. On entend Marie, c'est validé, super. Bonne nouvelle, on a eu un peu peur parce que bon, dans le dernier meet-up de Fabrique, c'était pas un grand succès pour faire parler Marie. Donc d'ailleurs, Marie, qui es-tu? Peux-tu te présenter aujourd'hui? Bonjour à tous, je suis Marie Aubert, je suis consultante particulièrement sur les technos Microsoft, je travaille chez Next Decision dans les équipes lyonnaises. Voilà pour la casquette pro et puis pour la casquette un peu plus communautaire, je suis co-organisatrice du club Power BI à Lyon et MVP Data Platform depuis l'année dernière. Voilà, Enchanté, c'est un plaisir et souvent participatrice au GDDP, étant donné exactement. qu'on essaye de travailler un peu sur ce sujet Fabrique, technologie nouvelle de Microsoft, annoncée en mars, je crois, à la Build, en mars de cette année. Révolution de Microsoft qui nous a tous un petit peu surpris dans le sens où ça va changer beaucoup de choses. On a commencé par un premier meet-up la dernière fois où on a parlé de OneLake, qui est finalement la couche socle en dessous de cette nouvelle technologie Fabrique, de cette nouvelle plateforme, de ce nouveau service, on pourrait dire. Et on a continué aujourd'hui avec une histoire d'architecture. Est-ce que tu veux dire deux mots en introduction? Bah oui, c'est vrai qu'à la suite de OneLake, on a eu quelques échanges après le meet-up et on s'est dit que parler d'architecture, essayer de resituer un petit peu ces différentes briques, ça pouvait faire sens et qu'en tout cas, on n'était pas les seuls à se poser la question. Donc, je pense que c'est intéressant d'en parler ce soir. Et puis ça nous a coûté à dire vrai, parce que on a dû comprendre au mieux ce que faisait le produit aujourd'hui, un produit qui est toujours en cours de construction, et on a dû se faire un avis. Et donc c'est bien ce qu'on va partager avec vous, mais j'en C'est reviens ça. là-dessus juste après. Donc on va parler aujourd'hui des architectures fabriques et on va commencer par une slide que vous avez déjà vue justement dans l'annonce de mai, comme le dit Tristan dans le chat, et pas de mars, par cette image un peu magique de Firstmark qui montre ce que c'est qu'une moderne data stack dans l'écosystème, pas Microsoft, mais dans l'écosystème de la data. Normalement, quand vous voyez cette image, vous faites pouah, qu'est-ce que c'est que cet enfer? On n'a pas appris au monsieur à mettre moins d'icônes dans la même slide. Si on lui a appris, mais malheureusement, c'est toutes les technologies à peu près aujourd'hui disponibles pour faire des structures, des solutions de données, open source ou pas, sur les différents cloud providers. Donc on a du Microsoft, mais on a aussi de la AWS, on a aussi du GCP, on a du Snowflake, on a toutes les technologies dont on entend beaucoup parler en ce moment, que ce soit dans le monde de Microsoft ou pas. Et ça fait beaucoup de choses. Pourquoi je vous présente cette slide qui avait été présentée à la build? Tout simplement parce qu'elle met assez bien en avant pourquoi on a fabriqué Fabric. Et ça va nous permettre de rebondir avec toute une histoire très sympa, parce que Fabric, c'est beaucoup d'histoires sympas. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de Fabric? Parce que Microsoft, en voyant ça, s'est dit, je peux proposer des solutions basées sur Azure qui permettent de faire un certain nombre de choses ici, mais quand j'écoute mes clients, le message principal que j'ai, c'est cette slide, elle est infâme, et en tant que CTO, en tant que DSI, j'ai énormément de mal à choisir les technologies adaptées à ce que je veux faire. Vous imaginez bien, je vous demande de faire une solution de base de données, d'architecture de données, d'analyse de données, un lake ou quoi que ce soit, je vous propose ça, et vous dites, mais qu'est-ce que je choisis dans toutes ces briques? Donc, solution de Microsoft, proposer une solution SaaS sur le même modèle que Power BI et qui permet de régler les problèmes que proposent de régler ces solutions-là. Donc, Fabric arrive pour simplifier les choses. On se retrouve avec des architectures basées sur Fabric, mais qui sont finalement pas une question si simple. Qu'est-ce que tu en penses, Marie?
C'est ça, j'en pense que quand on voit cette grande image et que tu nous dis que finalement Fabric va être une solution qui doit apporter de la simplicité, et je pense que malgré tout ça apporte de la simplicité et de l'unification, on en reparlera après. Mais on a aussi vu pas mal de discussions arriver suite à la sortie de Fabric sur le nombre d'items qu'on retrouve quand même malgré tout sur la plateforme, qu'on puisse parler de Lakehouse, de Data Warehouse, de Dataset qu'on connaissait déjà, de Dataflow, etc. Donc finalement, on a encore beaucoup de choses. La question qui va se poser, c'est aussi, ok, d'accord, je retrouve tout dans un portail, j'ai peut-être gagné en simplification, mais comment je vais faire pour organiser tous ces différents éléments entre eux, lesquels je prends pas, etc. Donc, tu l'as dit au début, je pense que c'est important de le rappeler, on est au début de l'histoire. Je sais pas si on apporte une réponse qui sera toujours correcte dans quelques temps. En tout cas, c'est la vision qu'on a aujourd'hui, mais on a essayé de se dire ce contexte peut être quand même un petit peu compliqué et quelles réponses on peut déjà apporter, comment on peut essayer d'utiliser tout ça. Comment on peut utiliser tout ça, et surtout, quand on met cette slide aussi d'avertissement, nous frappez pas, on va dire des choses qui sont le fruit de nos expériences. Il y a forcément des choses en fonction de votre contexte qui ne seront pas forcément adaptées. On va vous dire en tout cas pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à choisir ces choses-là. Et vu qu'on commence à se faire vieux, moi j'avais envie de faire un petit rappel de ce genre de conversation qu'on pouvait avoir en disant, voilà, des solutions non consensuelles, on en a depuis longtemps. Les gens qui étaient à l'époque du groupe des utilisateurs SQL Server doivent s'en souvenir. On a eu des discussions sans fin sur est-ce qu'on met des foreign keys dans les bases de données de Data Warehouse ou pas. Est-ce qu'on enforce les primary keys? Est-ce qu'on fait de l'ELT ou de l'ETL? Est-ce que je fais des data flow ou des datasets sur Power BI? Et tiens, attends, il y a une faute d'orthographe, dit Tristan, je la corrige en live. Regarde, si ça, on n'est pas agile ici. Hop. Ça va. Hop. Mais je suis même pas sûre que la plupart de tes questions, tu dis on se fait vieux, mais je pense que certaines des questions sont toujours très d'actualité. Et je sais même pas si on a apporté des réponses tranchées sur certaines. Je pense qu'il n'y a pas en fait de réponse tranchée. C'est ça ça qui est intéressant, c'est que même si ça a permis d'alimenter et de faire couler l'alcool à flot en soirée, et on ne fait peut-être pas les mêmes soirées, certains vont se dire, ça n'a pas vraiment d'intérêt. On n'est pas sorti enrichi de ces conversations, et il y a de grandes chances que sur Fabric, on ait ce genre de conversation longtemps. Et je ne sais pas si on va en sortir grandi d'avoir ces conversations, mais au moins on peut vous proposer une solution. En tout cas, ne soyez pas inquiets. C'est l'informatique, c'est les technologies, surtout quand elles viennent de sortir. On va dire des choses, on reviendra peut-être dessus dans 3 semaines. Déjà, sur le temps de la préparation de ces slides, il y a des choses qui ont changé dans notre vision. Donc, suivez avec nous, participez à ce voyage, et à la fin, faites-vous votre propre avis. Et venez dans les communautés comme le Club Power BI quand vous refaites des choses en présentiel avec Marie pour picoler autour de ces sujets-là ou pour boire un coca, si vous voulez. Et pas que ça au Club Power BI, non mais... Alors, du coup, si je reprends, je vais mettre ma petite feuille ici parce que je ne sais plus qui fait cette slide. Hop. Wow. Du coup, si on prend la logique de ces grandes questions, je pense que la grande question qu'on a vue autour de Fabric depuis sa sortie, enfin une des en tout cas, ça a été est-ce que je dois utiliser un lakehouse ou est-ce que je dois utiliser un warehouse, data warehouse, pour stocker mes données? Donc, on a vu pas mal de schémas qui permettaient d'opposer ou en tout cas de comparer l'un et l'autre. On en a isolé 2 parmi tant d'autres parce que notamment ceux de Christopher Maneux sur Fabricsnote, on les aime bien. Et puis Radacad, ça reste toujours une belle référence pour ce genre de questions. L'idée, ça va pas être de se dire qu'on va contre ces schémas. L'idée, c'est plus de se dire on n'avait pas envie de juste les opposer. Et on avait envie d'aller un peu au-delà de la comparaison et de se dire, ok, les 2 existent et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, juste pour revenir un petit peu sur ces schémas qui sont un peu petits. Donc, celui-là, c'est celui de Christopher Maneux, Lakehouse versus Warehouse. Donc, on voit qu'on peut les questionner l'un et l'autre en regard d'un certain nombre de critères. Donc,
Moi, je retiens essentiellement ceux qui sont différenciants, donc à savoir, on entend beaucoup que finalement le type de données jouerait sur ces deux-là, dans le Lakehouse, on va pouvoir stocker des données non structurées, donc j'entends par là les vidéos, les images, ce genre de choses, et que dans le warehouse, on va stocker des données plutôt structurées. Donc on pourrait se dire, déjà, je vais avoir besoin d'un Lakehouse si j'ai des données non structurées. Une autre grande différence, c'est tout ce qui va tourner autour du langage et donc de la personne, du persona qui utilise ces deux types d'objets. Et on comprend par là que sur le Lakehouse, on va plutôt s'adresser à des data scientists ou des data engineers, mais en tout cas qui ont une sensibilité notebook, Python, PySpark, et qui vont plutôt aller sur ces langages-là, là où dans le data warehouse, on aurait plutôt les data engineers habitués aux transacts SQL, aux procédures stockées et autres scripts qui tournent autour du SQL. Et puis la dernière grande distinction que moi je vois sur Schéma, c'était sur les transactions avec le multitable supporté en Data Warehouse, c'est pas Lakehouse. Si je vais sur le schéma, grosso modo, le tableau de Radacad, on va retrouver grosso modo la même idée et grosso modo les mêmes oppositions. Il y a peut-être juste un élément en plus qui est intéressant, c'est cette histoire de licence. Et on voit que par contre, ça, c'est pas un élément différenciant. Tous les items, ici on a en plus les data mart, sont couverts par les capacités Fabric. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, notre grande question avec Charles-Henri, ça a été, OK, donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que une architecture full lakehouse, ça marche en faisant l'impasse du multi-table transaction, en se disant qu'on est plutôt sur des notebooks Python, etc. Ou alors, on a plutôt cette sensibilité à la base. Est-ce qu'on va sur une architecture full data warehouse et puis qui fait la part belle dans ce cas-là au SQL? Et finalement, on en est très vite arrivé à cette idée de pourquoi choisir? Et est-ce qu'on ne pourrait pas mettre les deux? Et quelle place on va donner à l'un et à l'autre? Donc voilà, donc je spoil un tout petit peu, mais tu as fait des super démos là-dessus. Donc on va pouvoir revenir un peu sur ces deux cas de figure et voir ce que ça donne concrètement dans Fabric aujourd'hui. Ah, c'est très bien présenté, en tout cas, merci beaucoup. Tu as bien résumé la chose et c'est assez impressionnant de se voir à quel point on s'est phagocyté sur ces deux présentations dont tu viens de nous parler en disant comment on peut comparer les deux. Moi, ce qui m'embête profondément quand on compare les deux approches, le Lakehouse et le Warehouse, c'est que ça me ramène un peu dans le monde dans lequel je suis un petit peu en ce moment, qui sont les travaux. Ça me ramène dans le monde de est-ce que je choisirais pas l'outil ultime pour faire absolument tout ce que j'ai à faire dans mes travaux? Comme ça me coûtera moins cher et ce sera plus simple. J'ai pas, et en disant ça, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de choisir uniquement une clé Cobra. Je sais pas si tu connais ce magnifique outil, qui est une clé que j'aime beaucoup au demeurant, mais qui a Qui l'avantage de s'occuper, semble-t-il sait tout faire. qui sait tout faire, absolument. En tout cas, tu peux essayer de tout faire avec. Tu remplaces toute ta boîte Facom qui coûte une fortune avec une seule clé. Parce que tu as envie de choisir, tu as envie de te dire j'ai pas envie d'aller au magasin, j'ai pas envie de me poser des questions, j'ai pas envie de comprendre à quoi servent chacun des outils. Et donc, il faut que j'en choisisse un pour simplifier ma réflexion. Aujourd'hui, on a une notion de lakehouse, une notion de data warehouse, une notion de data mart, de dataset. Se dire qu'il faudrait choisir, ça voudrait dire déjà entre lakehouse et data warehouse, et même auprès de ces quatre éléments, voire plus, ce serait de se dire, eh bien, j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai envie de choisir qu'une seule solution, parce que je pense qu'une solution peut convenir à tous mes besoins. Eh bien, on va en parler un petit peu. J'ai fait quelques tests pour voir si c'était vrai. On va voir qu'on a un test où j'utilise 100% la technologie Data Warehouse, 100% la technologie Lakehouse. J'ai pas fait 100% dataset parce que on le fait sur les projets Power BI depuis quelques années maintenant, donc vous le connaissez bien. Vous savez aussi les limites que ça a, et j'ai pas fait 100% Datamart non plus, parce que Datamart c'est une technologie qui est encore en preview et qui n'est pas encore bien dessinée dans l'avenir de Fabric. Il faudra attendre que ça se décante un petit peu pour parler de Datamart de façon intelligente tout de suite. En tout cas, comme tu disais, j'ai pas envie de choisir. C'est le premier message là qu'il faut réussir à avoir pris à ce niveau-là. Choisir une technologie en se disant celle-ci est meilleure que l'autre, ce que tend à vouloir nous faire la solution d'avant, en disant, quand tu regardes les slides, comme tu disais de Christopher et de Radacad, tu peux te dire,
bon, bah, j'ai fait du TSQL, donc je vais faire du data warehouse. De toute façon, je vais en choisir un, ça va être plus simple. Et on va voir que la conclusion, ce sera surtout, faites pas ça, ne choisissez pas. Donc, dans cette approche full lakehouse qui a été choisie, on a déjà plusieurs choses qui sont intéressantes. Déjà, même si on est sur du lakehouse, on peut utiliser en termes d'ingestion les data flows Gen 2. Quand je dis data flow, je parle bien d'éléments Fabric. Ici, on va faire que du Fabric. Les data flows, les pipelines Fabric, les notebooks. On peut faire des notebooks sur les lakehouse pour faire de la gestion si on a des connecteurs qui ne seraient pas supportés dans les connecteurs natifs. Et aussi, du coup, l'objectif de tout ça, mettre tout ça dans un lakehouse. Donc on va avoir des tables dans le lakehouse pour stocker les données brutes, phase d'ingestion. De la même façon que j'ai pas envie de choisir des outils, j'ai pas envie de parler de zone euro, bronze et gold. On a déjà parlé ensemble et c'est vrai que là-dessus on n'est pas forcément 100% phase, je sais pas, mais En tout cas, tu y es beaucoup moins attaché que moi. C'est pas tellement la sémantique qu'il y a derrière, c'est plus d'arriver à identifier en fait le cycle de vie de la donnée. C'est pour ça que moi, elle me dérange un petit peu moins cette nomenclature que toi. Mais en tout cas, oui, ces fameuses 3 zones où on aurait les données brutes sans aucune transformation, puis les transformations, puis gold qui correspondrait à des données modélisées prêtes à l'analytique et qui soient complètement transformées pour le coup. Mais bon, je sais que tu y es moins attaché et je pense qu'on peut continuer sans forcément les nommer. Mais bon, ça existe, vous pouvez les mettre où vous voulez, C'est et ça. c'est tout l'avantage de ces technologies-là, c'est qu'on peut à peu près, parce que moi la question que je me pose quand on ramène ces concepts-là dans Fabric, c'est comment les personnes vont réussir à matérialiser bronze, gold et silver ou raw ou quoi que ce soit dans Fabric. Ma crainte, ce serait qu'on se retrouve avec les workspaces qui commencent à s'appeler bronze tiré. Et là, je me dirais, mais qu'est-ce que ça vient faire là? On a des workspaces de couleurs maintenant. Euh, alors que j'ai l'impression que Fabric nous propose une expérience déjà qui n'est pas adaptée à ça, parce qu'on a une notion de dossier, comme on l'a vu dans le YouTube de OneLake, où les dossiers de Microsoft sont préparés pour nous, où il y a déjà une organisation qui est préparée pour nous, il y a plus une notion de domaine, il y a plus une notion de workspace et d'objets dans ces workspaces. Donc j'ai pas trop envie de me retrouver avec des projets où j'arrive et puis j'ai un gros truc qui s'appelle bronze, ou plusieurs trucs qui s'appellent bronze, plusieurs qui s'appellent silver, plusieurs qui s'appellent gold. Et après, dans Gold, je vais avoir le data warehouse, mais je vais aussi avoir peut-être déployé dans Silver des data warehouse, mais du coup, je ne vais plus rien comprendre. Donc, d'où le fait que j'essaye d'éviter d'utiliser ça ici, parce que je suis pas sûr que ça soit forcément intéressant dans le. Ça existe dans la littérature big data, ça a eu un intérêt. J'ai l'impression que Microsoft va nous proposer quelque chose de tellement mieux fait qu'on va pouvoir arrêter de faire ça. Et je pense que surtout pour la suite du Meetup, il faut se concentrer plutôt sur, parce que là on en a 3, bronze, silver, gold. Je pense que nous on a plutôt fait un focus sur 2, avec cet espace de données brutes et puis des données transformées. Donc en tout cas, pour ne pas s'embrouiller pour la suite, on est plutôt parti sur 2 et ce qu'on voit très bien là sur le schéma que tu partages. Pour rebondir sur le chat, en effet, ça, gold, silver, etc., on peut le rapprocher de table de staging, table de data warehouse, table de. Il y a plein de nomenclatures qui existent et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc là, on a une zone en tout cas brute qu'on a fait dans un lakehouse et ensuite on s'est dit je vais avoir besoin d'un modèle dimensionnel parce que dans tous les cas, peu importe l'architecture qu'on choisit, on aura besoin d'un modèle dimensionnel et de quelque chose avec des relations et de quelque chose avec des tables de faits et des dimensions. Ça, c'est la chose la plus importante sur laquelle on s'est mis d'accord, je pense. Il n'y a pas d'architecture sans avoir besoin de stocker un modèle dimensionnel. Il n'y a pas de Power BI sans un modèle dimensionnel en tout cas. Et vu qu'il n'y a pas de Power BI sans un modèle dimensionnel, et vu que ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'on forme les gens à comprendre ce que c'est que des dimensions et des faits, on peut capitaliser là-dessus. Et en plus, les technologies qu'on utilise sont adaptées pour ça. Et donc, si on fait une architecture full complètement lakehouse, on va se retrouver avec le besoin de faire un lakehouse pour l'intégration, un lakehouse pour le data warehouse, éventuellement un lakehouse pour les data marts. Si vous avez des data marts, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Et on va avoir des transformations qui pourront être faites avec des data flows et des notebooks entre les deux. Pas de support de Transact SQL à ce niveau-là, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas.
Et donc, on sera obligé d'utiliser soit des notebooks, soit des dataflows pour transformer les données d'un modèle sûrement en source orienté au LTP, normalisé, vers un modèle dénormalisé en étoile ou en flocon, si vous voulez. Donc, quand on se dit ça, donc on a déjà un choix à faire. Est-ce que je vais faire 3 lakehouse ou 2 lakehouse minimum pour avoir un lakehouse de staging de données brutes et un lakehouse de modèle dimensionnel? Est-ce que je fais un seul lakehouse et auquel cas, les schémas, ça n'existe pas dans les lakehouse, donc du coup, c'est pas grave. Je fais de l'informatique, je vais faire des préfixes avec stg underscore et dwh underscore. Et donc, là, on commence à voir que ça se complexifie un petit peu. C'est pas idéal. Si on regarde à quoi ça ressemble, je vais vous montrer un petit démo dans la vraie vie. Donc, j'ai un espace de travail que j'ai appelé Lakehouse Only, ici. J'ai pas utilisé de dataflow, donc tout n'est pas moche. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que sinon, j'aurais plein d'objets qui servent à rien. Vous êtes sûrement, si vous avez utilisé Fabric, conscient de ce problème-là et avait eu envie de jeter Fabric par la fenêtre parce que c'était pollué par plein de petites ressources qui devraient être cachées. Et donc, ce que j'ai fait, c'est un seul lakehouse dans cette approche-là. Ce lakehouse, je l'ai appelé service client lakehouse. Et je peux m'y connecter. Oups, j'ai utilisé le jeu de données depuis son endpoint de lakehouse. Quand je fais ça, je vois que j'ai bien une zone ici, stg underscore, qui représente ma zone de staging. Il se trouve que les tables que je récupère, elles ont aussi un schéma, donc j'ai mis dbo underscore, qui sont le schéma de ma source. Donc déjà, on voit que ça commence à être bien moche. Moi, j'adore quand il y a des trucs comme ça, où il y a des schémas qui se poursuivent les uns derrière les autres, mais qui ne sont pas vraiment des schémas. Et pour mes tables de data warehouse, alors j'ai le data warehouse le plus simple du monde, une table de commande, une table de dimension client. J'ai aussi préfixé par data warehouse. Ça fonctionne et c'est pas si mal à l'usage. Comment est-ce que j'ai rempli les données? Donc j'ai utilisé une activité de copie. Hop, si je reviens ici, activité de copie très simple. Pareil, hein, vous pourrez vous poser la question de est-ce que j'utilise les data flows ou est-ce que j'utilise les pipelines de copie. J'ai utilisé un pipeline de copie, j'avais des copies ASIS à faire exactement telles quelles, beaucoup plus performant avec des activités de copie comme ça. En plus, c'est variabilisable, je peux choisir éventuellement toutes les tables de ma source, beaucoup moins simple avec un data flow. Je charge mes tables. Je lance un notebook dim client. En effet, comme je vous disais, pas de transac SQL. C'est pas grave. Aujourd'hui, le SQL des notebooks Spark disponible dans Fabric est capable de me permettre de faire quelque chose d'au moins aussi puissant que ce que je peux faire en transac SQL. Une petite magique pour 100% SQL. Une CTE. Alors j'aimerais bien que la couleur s'affiche. Là, on voit que mon notebook doit être trop gros ou je sais pas, il n'a pas envie. Non, tu veux pas me mettre un petit peu de couleur? Bon, c'est bien dommage, c'est sympa la couleur, moi j'aime bien en plus. Bon, ce sera pour plus tard, ça va arriver par magie au bout d'un moment. Du coup, j'ai fait une CTE qui me permet d'avoir ma source table avec mes noms de colonnes qui m'intéressent, avec mes identifiants auto-incrémentés qui sont forgés parce que ça soit en data warehouse ou en lakehouse, pour l'instant, les identifiants auto-incrémentés n'existent pas, ne sont pas supportés, mais ça arrivera. Et ensuite, j'ai une opération merge, comme on pouvait le faire en TSQL, dim client, j'utilise ma table source, je fais ma jointure, si c'est trouvé, alors je mets à jour mes colonnes, si c'est pas trouvé, alors j'insère mes lignes, et j'aurais pu rajouter un deleted si j'avais une raison de le faire. On est dans un notebook, en effet, mais la syntaxe, je sais pas toi, moi elle me choque pas, elle est quand même très proche de ce que je sais faire dans une procédure stockée. Moi, je suis en train de me dire, tu es donc dans un lakehouse que tu as alimenté avec un notebook et finalement, tu as retrouvé une grande partie de tes réflexes avec un notebook que tu écris quand même grosso modo en SQL et une structuration au niveau de tes tables qui ressemble à ce qu'on aurait pu retrouver dans un data warehouse finalement. Donc jusque-là, on n'est pas perdu. On n'est pas perdu. J'ai pu ordonnancer tout ça de la même façon que je l'ai fait avec des procédures stockées dans mon truc qui ressemblait à Azure Data Factory. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'être comme à la maison. Et en plus de ça, ça marche bien. J'ai pu ingérer
rapidement et j'ai pu transformer mes données relativement rapidement pour obtenir ces tables Data Warehouse dans mon Lakehouse et dans mon schéma en question. Il n'y a pas que le schéma qui va me permettre de jouer à faire des Data Warehouse dans cette architecture-là, j'ai aussi ce petit truc-là, le point de terminaison SQL du Lakehouse. Et vous voyez, le point de terminaison SQL du Lakehouse, c'est un petit enfoiré, mais ça aurait été mal poli, donc je ne vais pas le dire. Il n'est pas très gentil, il a la même tête qu'un Data Warehouse. Déjà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Alors, je ne sais pas encore ce qui se passe ici, mais ça, c'est l'icône du Data Warehouse aussi, du Data Warehouse Fabric. Mais bon, si j'ouvre du coup ce endpoint-là, parce que là, vous allez me dire... Endpoint qui est généré automatiquement par Fabric. Endpoint qui est généré automatiquement par Fabric, qui me permet d'accéder à mes tables en SQL. SQL en lecture seule, aujourd'hui, dans lequel je ne peux pas encore gérer des utilisateurs, je ne peux pas encore faire des grandes permissions. Écoutez bien, parce que c'est des choses qui vont servir à la réflexion finale de l'architecture qu'on propose. Aujourd'hui, ce endpoint-là, il ne peut pas faire de modifications, il ne peut pas faire d'édition de structure de table, il ne peut pas faire de modifications sur les tables, d'insertion, il ne peut pas faire de procédure stockée, il ne peut pas gérer de permissions, on ne peut pas faire de grant à un niveau table. Tout ça, on ne peut pas faire. Par contre, ce qu'on peut faire maintenant, on peut aller dans l'onglet modèle et on va pouvoir directement, depuis ce endpoint-là qui ressemble curieusement à un Data Warehouse, s'amuser à prendre mon client ID, prendre ma table ici, faire une relation entre les deux, plusieurs à 1, hop, je teste pas l'intégrité parce que je suis un petit fou, et on voit que ça a fait la relation, et là, je vais avoir un endpoint accessible. Et là, dans un endpoint SQL qui a l'icône du Data Warehouse, qui a une structuration comme moi, je peux être habituée à retrouver sur des outils comme Management Studio, par exemple, donc qui a cette notion de schéma, de table, de sécurité. T'es pas descendu, mais je crois on voit même les procédures stockées, etc. Donc, dans quelque chose qui ressemble à un Data Warehouse, tu peux aussi faire le modèle. Tu peux aussi aller... faire le modèle. Et donc là où j'avais aussi une limitation qui était je ne peux pas faire de foreign key, je ne peux pas faire finalement de couche sémantique qui soit satisfaisante, j'ai une couche sémantique qui est devenue possible, parce que possible au-dessus des tables via un dataset finalement. Ça, c'est un dataset qui est 100% synchronisé, un dataset Power BI qui est 100% synchronisé avec le endpoint SQL de mon Lakehouse. Et qui est un autre grand mot qu'on a beaucoup entendu autour de Fabric, qui est donc en direct lake ou pas? Et qui permet une connexion direct lake, en effet, sur les données du lake. Ça veut dire que, en effet, tu as raison de le préciser, maintenant quand je vais vouloir me connecter ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, je vais pouvoir faire un rapport soit par-dessus directement, soit me connecter avec Power BI. Donc si je me connecte avec Power BI, je vais pouvoir ouvrir Power BI. Et te connecter donc à ce dataset qui est généré, enfin que tu as fini de générer en mettant les relations. Exactement, je vais pouvoir utiliser ce nouveau bouton qui est vraiment l'avenir, parce qu'il est vraiment représentatif de Fabric, du concept de Fabric. Pour moi, ce bouton, c'est tout le pouvoir de Fabric dans un tout petit bouton, Hub de données OneLake. Et dedans, je vais pouvoir me connecter soit à un jeu de données, soit un data mart, soit un lakehouse, soit un entrepôt de données, soit une base de données KQL. Donc si je choisis lakehouse, je vais pouvoir aller chercher mon service client Lakehouse de Lakehouse Only, me connecter. Et là, je vais retrouver mon modèle directement et je vais accéder à mes tables directement. Donc on voit qu'on a des petites choses qui ne nous plaisent pas, on voit les tables de staging qui apparaissent. Ça, je vais pouvoir les enlever. Je vais pouvoir les désynchroniser ou je vais pouvoir créer un nouveau jeu de données au-dessus. Je vais pouvoir, par exemple, masquer dans les vues de rapport les tables que je vais enlever ou je vais pouvoir faire un nouveau dataset par-dessus ce endpoint SQL aussi, ce Lakehouse. Tu as raison, elles sont connectables en connexion directe en direct lake. Je vais en parler un petit peu plus tard si tu veux bien. En tout cas, ce qu'on commence à voir émerger, c'est que cette architecture Lakehouse, elle peut marcher. Aujourd'hui, ce qui manque pour qu'elle marche idéalement, gestion des permissions, niveau fin. En tout cas, sur ce layer Lakehouse, on ne peut pas donner des permissions sur une table. Ce qui manque, c'est la capacité d'écrire éventuellement avec du TSQL. Et ce qui me manque aussi, on verra, j'ai une slide de conclusion après. Il y a quelques questions qu'on peut prendre au passage.
je vois. Est-ce que on pense que le endpoint SQL sera possible en écriture sur le Lakehouse? Je suis pas devin. Je suis pas devin. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de choses qui se rajoutent sur le Lakehouse. Il y a de plus en plus de choses sur le Data Warehouse. Et c'est pour ça qu'en introduction, on a dit, et si on arrêtait de comparer les deux? Parce qu'il y a de grandes chances qu'à un moment donné, de toute façon, les clients de Microsoft demandent les features du Lakehouse dans le Data Warehouse, que les features du Data Warehouse soient demandées dans le Lakehouse, ce qu'on est en train de faire en disant il manque ça. Et donc, les deux, pour moi, devraient se ressembler de plus en plus. J'espère, en effet, que la connexion, qu'il sera possible d'éditer les tables du Lakehouse en SQL, même si je peux déjà le faire en SQL Spark et que ça ne me dérange pas particulièrement parce que c'est assez puissant. Et j'espère que je pourrai faire des grandes permissions au niveau table. Peut-être avec le One Security qu'on attend tant jusqu'ici. Donc si j'avance un petit peu, je reviendrai sur cette garde en tête ce que tu demandais là sur la connexion Direct Lake. Ouais. J'en parlerai juste après que j'aurai présenté le Data Warehouse comme critère différenciant si tu veux bien. Pour rebondir sur ce que dit Tristan, si ça se trouve, il n'y aura qu'un seul engine à un moment. À vrai dire, c'est un peu ma conclusion quelque part. Ma conclusion quelque part, ça va être, en fait, on paye aujourd'hui déjà qu'une capacité qui a un ensemble de compute sans forcément le rattacher à quelque chose qui l'utilise. Peut-être que Microsoft, en effet, va se dire, allez, les computes, c'est pour rigoler, c'est juste des noms, c'est juste des logos dans une interface graphique. Après, t'inquiète pas, on va rendre le service qu'on doit rendre, peu importe ce qu'il y a en dessous. Donc, sur cette approche full Lakehouse, on a le côté ingestion rapide. Alors, c'est vrai que je vous en ai pas forcément parlé, mais je vais vous le comparer avec le Data Warehouse. En disant du mal sur Data Warehouse, je lui dirai du bien de cette partie-là. La connexion sur Direct Lake est supportée sur chaque layer, c'est-à-dire que la connexion Direct Lake, c'est un mode de connexion qui est beaucoup plus rapide que celui sur les datasets. Donc, je vais vous montrer aussi la différence. Et du coup, là, vous pouvez accéder en Direct Lake sur les zones de staging Data Warehouse DMT si vous le gérez au sein d'un Lakehouse. Vous avez la possibilité de créer des shortcuts qui sont des raccourcis vers des ADLS Gen 2, des S3 ou n'importe quel élément de fabrique, à savoir des Data Warehouse ou des Lakehouse existants dans d'autres workspaces. Et c'est idéal pour l'usage, en effet, des notebooks, 100% adaptés. Mais je pense que tu n'as pas vraiment insisté là-dessus, mais je pense que c'est important aussi parce qu'effectivement, on a fait un focus très SQL, on ne se refait pas, mais l'avantage aussi de créer un Lakehouse avec cette zone de staging et après potentiellement une zone plus modélisée, c'est quand même qu'effectivement, on va pouvoir retrouver toutes ces populations plus data scientists qui va pouvoir aller requêter aussi dans les notebooks en Python sur des données qui ne soient pas forcément aussi modélisées que nous, on en a besoin pour la suite et qui vont pouvoir faire les analyses et répondre aux questions auxquelles ils répondaient déjà via des architectures Lakehouse. Donc, on réconcilie un petit peu et en tout cas, on ne perd pas toute cette population-là et tous ces usages-là, quoi. Tu as bien raison de le préciser. D'ailleurs, j'aurais pu rajouter un point dans les positifs, qui est le support des données non structurées. Dans le Lakehouse, comme tu viens de le dire et le mettre en avant et tu fais bien, c'est pas pour rien que si je reviens sur le Lakehouse ici, que je vais dans mon Lakehouse ici, je vais avoir ce petit dossier file, et là je vais avoir accès à mes fichiers. Je vais pouvoir aller faire de l'analyse d'image, de l'analyse de vidéo, je vais pouvoir demander à Paul Poton de travailler un petit peu ce qu'il est incapable de faire avec une base SQL, donc du coup c'est bien. Il va être content. J'ai vu qu'il parlait dans le chat, je crois, donc pas sûr. Alors c'est Tristan qui le citait, mince si ça se trouve. Du coup, en tout cas, on a cette approche Lakehouse qui fonctionne, qui a des avantages et des inconvénients. Dans les inconvénients, aujourd'hui, le permission management, c'est un peu tout ou rien. Tu as accès au Lakehouse ou tu n'as pas accès au Lakehouse. Après, on peut faire des datasets au-dessus et puis essayer de faire des choses, mais ce n'est pas natif au niveau de ce endpoint SQL, qui est pourtant quelque chose qui nous ouvre pas mal de portes. On a un semantic layer où on ne va pas pouvoir déclarer des contraintes des primary keys, des foreign keys, ailleurs que dans la couche dataset. Potentiellement, pour ceux qui sont rigoristes, ça peut gêner. On n'a pas le support des schémas. Le support des schémas, ça me traumatise. Faire du STG underscore et du data warehouse underscore, j'ai pas envie. J'aime beaucoup les schémas pour ranger ma chambre. J'aime pas mettre trop des... Parce que quand je vais avoir des noms qui vont être longs comme ça pour essayer de ranger les choses, ça va m'embêter un petit peu.
Les schémas que l'on voit d'ailleurs dans le endpoint SQL, mais à titre indicatif en fait, parce que tu peux même pas, même à ce niveau-là, tu peux pas en créer finalement. Non. Et le TSQL n'est pas supporté, et on a, comme on l'a vu dans tes slides du début, un support des transactions limité, vu qu'on supporte que des transactions au niveau d'une seule table et pas multitable. Bon, ça, à la limite, vous pourriez vous dire, je vois pas trop l'intérêt. Il y a des cas qui pourraient être bloquants via cette limitation. Donc, on a aussi essayé en se disant peut-être que les vieux comme Jean-Pierre Riel du Club Power BI vont vouloir faire de l'informatique à nouveau, et du coup, ils vont vouloir quelque chose qui ressemble à des data warehouse. Et ils vont en mettre partout parce que ils connaissent que ça. C'est l'attaque gratuite. Ça tire à balles réelles ce soir. Du coup, même histoire, ingestion avec des data flows, des pipelines ou des notebooks. On peut utiliser des notebooks pour écrire dans un data warehouse. Pourquoi pas? C'est pas idéal, mais si vous avez une source un peu atypique, un fichier open source qui est fourni dans un format de la recherche française, par exemple, vous allez avoir des besoins de librairie particulière, un notebook fera le job pour vous et ce sera très bien. On met les données dans un data warehouse, dans un schéma pour ce coup qu'on va pouvoir appeler STG, parce que les schémas sont supportés. On fait nos transformations, et là il y a le gros logo SQL qui se rajoute parce qu'on a le TSQL qui est disponible. Et on va pouvoir faire ensuite une modélisation, parce que peu importe l'architecture, la modélisation dimensionnelle n'est pas une option. Faites de la modélisation dimensionnelle autant que possible, c'est vraiment trop cool. Et on Dans va un second schéma, n'est-ce pas? Tu vas mettre les tables dans un second schéma que tu vas appeler DWH. On va mettre les tables dans un second schéma qu'on appelle DWH. On va faire des dimensions, on va faire des faits, et on va avoir quelque chose qui ressemble du coup à ça. Je vais aller dans mon espace de travail qui s'appelle Data Warehouse Only. Dans cet espace de travail, j'ai pas ouvert, on peut plus ouvrir ça. Ça c'est la Tu as limitation. moins d'objets finalement. Pour faire Non, la c'est même parce que chose. j'ai pas. Ok. Bah déjà on voit pas les notebooks. Les notebooks ils apparaissent. Les requêtes SQL elles apparaissent pas. Ouais. Et Elles sont stockées dans ton data warehouse finalement. Tout à fait. Et je sais pourquoi j'ai moins d'objets. Ouais, j'ai moins d'objets, t'as raison. Oui, tu perds les notebooks, ouais. C'est vrai, c'est les notebooks qui manquent. Et les objets créés automatiquement par Fabric, puisque du coup, tu n'as pas de endpoint SQL sur le data warehouse qui le contient par défaut. Qui est le endpoint SQL, tu as bien raison. Donc, pareil, for each, sauf que ma source est toujours la même, la destination est un data warehouse au lieu d'être un lakehouse, et des procédures stockées au lieu d'avoir des notebooks. Le code est pas bien différent. Si je vais du coup dans mon data warehouse, je vais ouvrir l'entrepôt. On retrouve quelque chose qui ressemble au endpoint SQL. Vous voyez en bas là, c'est vraiment... si je vous ouvre les deux et que je vous dis pas ce que c'est, bah, vous allez me dire mais c'est un data warehouse ou c'est un endpoint SQL de Lakehouse? Bah, c'est pas pour rien qu'ils ont le même logo, ils se ressemblent quand même beaucoup. Donc j'ai un schéma qui s'appelle data warehouse dim client, fait commande, et ça c'est bien rangé, j'aime bien. Je vais pouvoir faire des grandes permissions sur éventuellement le schéma, des permissions en lecture, des permissions en modification. J'ai accès à un moteur SQL. Bonne nouvelle. Là, on retrouve des choses dont on peut avoir besoin. J'ai un schéma STG. Dans ce schéma STG, j'ai mes tables de staging. Et j'ai bien sécurité avec des rôles, etc. J'ai des requêtes SQL ici. Et j'ai bien sûr des procédures stockées qui sont stockées avec ma base, qui ressemblent à des procédures stockées qu'on connaît. Jean-Pierre n'est pas perturbé. Il y a des limitations en plus par rapport à tous les moteurs SQL pour l'instant. Pas d'identité auto-incrémentée, je vous en ai parlé un petit peu, ni dans le Lakehouse, ni dans le Data Warehouse pour l'instant. Pas de truncate pour l'instant, ni dans l'un, ni dans l'autre. Pas de truncate, et c'est déjà les grosses limitations. Donc là, j'ai fait un update, si les données existent, des sous-requêtes, des is nuls comme on connaît, des variables en procédure stockée, des choses qu'on connaît bien, des variables qui sont incrémentées via une requête, un insert into, des row number qui existaient de la même façon d'ailleurs en Scala, en Spark SQL, et des where not exist, pourquoi pas, pour faire des requêtes un peu comme on sait faire en SQL.
Je lance cette procédure stockée, ça va me créer ou mettre à jour ma dimension. Pareil pour l'étape de fait. Et Donc, Power BI, comment tu gères le modèle? le modèle, il y a un onglet modèle. Cet onglet modèle, Ouais. hop, comme tout à l'heure, il comprend une DIM client, une table de fait, donc c'est un dataset au-dessus de mon data warehouse. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on vient de voir. Différence notable, comme tu le disais, pas de support de Direct Lake, même si c'est donné dans les deux cas, les données finissent au même endroit. Ça, c'est un truc qu'il faut bien qu'on retienne. C'est que si j'ouvre mon outil le plus utile de l'univers, non, je déconne, c'est pas extrêmement utile, mais au moins ça permet de faire ce que je suis en train de faire, de montrer qu'il y a des choses dans mon lake, dans mon OneLake. Donc dans mon OneLake, je retrouve bien Data Warehouse et Lakehouse Only, mes deux workspaces, niveau plus haut workspace. Là, on petite référence à vous êtes sûr de vouloir faire des zones bronze, etc. Parce que du coup, ça va être bizarre si on a des workspace bronze. Voilà, ça m'embête un petit peu, comme je vous disais. Des concepts qui marchaient très bien dans les lakes avec des storages très IT, mais là, avec ce produit, plus ça, je suis moins optimiste. Bah, j'arrête de radoter. Donc, si je vais dans mon lakehouse, je vois que j'ai mon lakehouse qui est ici. J'ai mes fichiers et mes tables. Dans mes tables, j'ai bien mes 4 tables qui sont présentes ici, stockées au format Delta Parquet. Tout pareil, si je viens dans mon Warehouse Only, mon endpoint de Data Warehouse, là, on pourrait se demander pourquoi il y a un truc qui s'appelle Files alors que le Data Warehouse ne permet pas de stocker des files. Mais bon, soit, table et Data Warehouse Staging. Ah, mes deux schémas. Là, il y a une notion de dossier qui me plaît bien. Tu retrouves un dossier par schéma du coup. Je retrouve un dossier par schéma. Et en faisant ça, en regardant ça, je me dis, on n'est pas si loin de se dire la structure est la même, le storage est le même. À quel point on est loin pour que le endpoint SQL du Lakehouse puisse faire ça. À mon avis, on n'est pas loin et ça va être le cas sur la majorité des écarts. On n'est pas si loin pour que ça soit faisable. En tout cas, ça n'a pas l'air loin, comme dirait le chef de projet sur le projet qui ne connaît pas comment ça implémenter, qui dit mais c'est pas juste 2 points pour ajouter les schémas dans le Lakehouse. Bref, j'ai ma table dans le Data Warehouse et j'ai bien mes tables et j'ai bien dedans des fichiers Delta Parquet. Même stockage. Et arrivent là plusieurs questions, les questions de performance par exemple. Donc, moi déjà, tu l'as dit, mais là on est connecté, si tu reviens sur ton écran du dessous, là on est connecté on a fait notre dataset dans un écran qui ressemble fortement au endpoint SQL du Lakehouse, mais on n'est pas en Direct Lake. On est en l'équivalent du Direct Query. Si je me connecte sur ce dataset, je ne serai pas en Direct Lake, je serai connecté au dataset au-dessus de mon Data Warehouse, en effet. Dataset auto-généré et en Direct Query sur ce dataset auto-généré au-dessus de mon Data Warehouse. Et on va voir les différences. C'est important, voilà, pour les performances dont tu vas parler, parce que finalement, on a chargé les mêmes données, pas forcément de la même manière. D'un côté, on avait un notebook, de l'autre côté, on a des procédures stockées. Peu importe, on est arrivé dans les mêmes tables finales qui nous servent pour créer notre modèle. Dimensionnel pour le coup, mais par contre, d'un côté on est en Direct Lake, de l'autre côté on est en Direct Query. Et on a entendu que le Direct Lake était ultra performant, donc j'avais hâte que tu fasses ce petit test. Est-ce que c'est vraiment si performant que ça, quoi? Bah écoute, on peut le tester tout de suite en avance de phase. En effet, j'ai ouvert un rapport hyper évolué qui met le chiffre d'affaires par couleur avec une mesure DAX extrêmement complexe de chiffre d'affaires sur AdventureWorks. Dans cette mesure, j'ai un SumX sur la table détail avec une multiplication entre la colonne quantité et la table unit sur une table qui fait combien de lignes? Je ne sais plus. Allez, on va le tester, on va voir. Tac, nouvelle mesure. Count, rose. Donc, décrit ta mesure, ce qu'on est en train de se dire grosso modo, c'est qu'on n'a pas une grosse complexité sur le DAX et sur les visuels que tu affiches. Par contre, il y a une certaine volumétrie derrière ton jeu de données, quoi. Absolument, j'ai un peu de volume. J'ai fait un AdventureWorks dopé grâce à un script d'un DBA dont j'ai oublié le nom. C'est mal, mais si vous cherchez Data Warehouse Enlarge Your AdventureWorks, vous allez trouver l'information. Donc j'ai pas énormément de lignes, mais j'ai 14 millions de lignes.
c'est raisonnable. On est sur un data warehouse de taille, j'ai envie de dire intermédiaire. C'est pas le data warehouse, le gros data warehouse, mais c'est un truc qui commence à poser des problèmes de performance. On commence à avoir un peu plus d'un segment sur Vertipack dans Power BI, ça commence à pouvoir poser quelques petits problèmes de performance. Et donc, si je regarde avec mon analyseur de performance, vous voyez ici, et que je fais actualiser le visuel, vous voyez que là, j'ai sur le Lakehouse, là, 653, 658, c'est beaucoup. Alors, est-ce que je suis bien sur Direct Lake? Oui. Je vais le réactualiser un petit coup. Hop, voilà, 89. Donc, on est passé de 658 à 89. On verra que le cache est extrêmement efficace dans ce scénario-là. Ouais, 14 millions ridicule, ça va, ça va. 106, donc on est autour de 100 millisecondes sur cache chaud, en tout cas, de ce qu'on voit. Sur le data warehouse. Sur le Lakehouse, même chose, exactement même chose, même volumétrie sur le data warehouse. Donc je vais ouvrir mon deuxième fichier connecté sur le data warehouse. Donc dans les deux cas, ce que j'ai fait, c'est hub de données OneLake. J'ai choisi Lakehouse dans le premier cas, entrepôt de données dans le deuxième cas. Hop, je rouvre voilà, je prends mon analyseur de performance, je lance une première fois. Waouh, en fait, toute ma capacité est à la ramasse. Peut-être un petit truc de connexion là. Waouh. Au pire, je serai là pour attester des performances qu'on avait l'autre jour. Mais tu vois, ouais, là j'ai 18 secondes, mais ça c'est vraiment étonnant. Sur cache chaud, 605 secondes, 605 millisecondes, c'est un peu plus classique. 600, 517, 540. Voilà, on va tourner autour entre 500 et 600. Donc ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il y en a un qui tourne autour de 100 millisecondes, il y en a un qui tourne autour de 600 millisecondes. Pas de grosse transformation. Donc on voit déjà un facteur 5-6 qui se dessine sur quelque chose d'extrêmement simple sur la connexion. Dans les deux cas, je me connecte à un dataset. Dans les deux cas, je me connecte à un dataset qui est généré à peu près de la même façon. Regardez, je vais vous le refaire, un peu comme un vendeur au marché là. Regardez, sans les mains, je prends l'espace de travail Lakehouse. Je vais sur mon endpoint SQL, mon point de terminaison du Lakehouse. Je vais dans mon modèle et c'est bien ici que je peux faire ma modélisation. Cette modélisation ici génère un dataset automatique qui est directement disponible avec le Lakehouse qu'on retrouve ici, jeu de données par défaut. Et ce jeu de données par défaut me donne les performances qu'on a retrouvées ici. Donc je réactualise un petit coup pour voir ce que ça dit. 261, je réactualise encore un coup, 96. Donc je retombe très vite sur cache chaud autour de 100 millisecondes. Ça, il y a une certaine constance. Deuxième solution, je reprends mon Power BI, je prends celui de Data Warehouse uniquement, sans les mains, attention, j'ouvre mon entrepôt, un seul endpoint ce coup-ci, même tête de navigateur, je fais ma relation, j'ai bien un dataset auto-généré avec mon entrepôt, il est ici, jeu de données par défaut, il est créé automatiquement avec l'entrepôt, il est modifié à chaque fois que je fais quelque chose, il se met à jour tout seul aussi quand les données changent dans le data warehouse, de la même façon que sur le Lakehouse, et alors, sauf que sur le Lakehouse, en l'occurrence, il ne copie pas les données. On arrive ici, hop, on reteste sur le data warehouse, 742, 555, donc on est autour de 600 millisecondes. Même mesure, même modèle, même données, donc on voit qu'il y a quand même un facteur 6 qui est pas rien. Après, vous formalisez pas, c'est pas grave, parce que de la même façon qu'on voit que les services rajoutent des choses, je serais surpris que Microsoft ne fasse pas en sorte qu'on puisse faire du Direct Lake sur le data warehouse. Parce qu'un des tests que j'ai voulu faire, vu qu'on est parti sur les performances, mais on n'est pas tout à fait dans le flux que j'avais imaginé, on n'a pas fait encore les pros and cons, mais bon, c'est pas grave. En petit feinteur que je suis, je me suis dit, mais du coup, j'ai le support des shortcuts, des raccourcis. Est-ce qu'il est possible de faire des raccourcis vers mes tables du data warehouse et ensuite poser très simplement mon rapport sur le dataset auto-généré au-dessus du Lakehouse qui pointe vers les raccourcis du data warehouse? Et quelles seraient les performances? Tout ça pourquoi? Pour récupérer ce qui te manquait dans le Lakehouse, du coup. Pour me dire, est-ce que j'aurais pas des performances équivalentes? Est-ce que je peux pas quand même déjà utiliser Direct Lake sur ces données du data warehouse?
Eh bien, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai été sur mon jeu de données ici. Hop, alors j'ai fait ça dans un truc qui s'appelait AdventureWorks. Ici, j'ai créé un endpoint de Lakehouse qui s'appelle AdventureWorks Lakehouse, mais en fait Data Warehouse, le bien nommé. Dedans, vous voyez que j'ai créé 3 shortcuts directement vers mes tables de dimension et de tables de fait, ici. Donc j'ai fait des shortcuts, on le voit au petit logo qui est disponible ici. Donc pour faire un shortcut, c'est très simple. Là, on fait nouveau raccourci, on choisit OneLake, et là, on va pouvoir directement aller chercher un data warehouse, un entrepôt, et sur cet entrepôt, aller chercher les tables ou les schémas qui nous intéressent. Et directement, ça va être lié dans mon lakehouse. Et donc, ajouter au dataset par défaut au-dessus de mon lakehouse qui pointe vers des raccourcis. Génial, la feature accessoirement est impressionnante. Je me suis connecté dessus avec un petit Power BI. Laissez-moi l'ouvrir. Hop. Et ben, hop. Bien ici. Voilà, donc là, je suis connecté dessus. Je fais du coup, hop, hop, il est déjà ouvert ici, le Performance Analyzer. Je démarre une trace, j'actualise, et là je vois 241. C'est déjà mieux que... et on retourne autour de 100 sur le cache flow. 177, 111, 146, 123. Donc, moralité, c'est déjà même faisable de prendre un data warehouse et d'avoir des performances de Direct Lake. Après, ne faites pas ça, on est d'accord. Vous ne faites pas un data warehouse, vous chargez tout dedans, et puis ensuite vous revenez vers le lakehouse juste pour gagner une feature qui va arriver. Si vous faites ça, vous allez en prison. Donc, c'est juste pour montrer que ça va arriver. C'est pas pour montrer que faut le faire. Si vous faites ça, vous avez fait un plat de spaghettis, vous allez le manger par la suite, hein, ça va pas être terrible. Donc si je reprends mes petits slides, tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Marie? Non, j'ai chamboulé tout l'ordre déjà, donc effectivement, revenons sur les petits slides. Ah non, mais tu as raison, c'est un sujet qui est passionnant. Moi, quand on parle de performance, tout de suite, ça m'intéresse beaucoup. Donc, si on fait du full data warehouse, on a... alors, il y a un truc que je ne vous ai pas montré en termes de performance, mais je vais en parler. On a des permissions management qui sont beaucoup plus riches. C'est-à-dire que je peux rajouter des grands au niveau table, je peux gérer mes permissions comme je peux le faire dans un système SQL, un vrai. J'ai le support du TSQL, vous l'avez vu, je peux faire des procédures stockées. J'ai l'impression d'être sur un Synapse SQL pool dédié ou un SQL Data Warehouse, mais un vieux parce qu'il n'y a pas les identity comme on n'avait pas il y a 2 ans ou 3 ans sur SQL Data Warehouse. On peut faire des requêtes, et ça je ne l'ai pas expliqué, de façon transparente depuis un lakehouse. Je vais vous montrer ça dans notre conclusion. On se le met bien en tête, Marie, pour pas que j'oublie, mais ça va être important. Depuis un data warehouse, on peut aller requêter des tables du lakehouse de façon transparente quand elles sont dans le même workspace. On peut utiliser des data warehouse avec des notebooks si on veut. Il y a un connecteur, ça va fonctionner. On a la possibilité de mettre des FK, PK et contraintes, si elles ne sont pas enforcées, comme sur tous les MPP de Microsoft, faire des schémas et créer le modèle par-dessus via l'interface graphique directement du data warehouse. L'ingestion, c'est pas la même histoire. Je vais vous montrer comment j'ai fait mon ingestion. L'ingestion dans le data warehouse, j'ai fait 2 data flows. J'ai des données on-premise. Aujourd'hui, je suis obligé de passer par des data flows. Il n'y a pas de gateway pour l'instant sur les activités de copie. J'ai fait des data flows. Si je regarde le premier data flow, celui qui alimente, le bien nommé data flow 2, qui alimente mon lakehouse, 8 minutes 18, 9 minutes 41, 11 minutes, 9 minutes. Ça se passe bien. Si je regarde mon Dataflow 3 qui alimente directement mon Data Warehouse, je vais y arriver, hop, échec, 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 après 1 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Là, le dernier essai, j'ai essayé de désactiver l'option de staging pour voir si ça aidait pas, voir s'il recrée, vu qu'il ne recrée pas le Data Warehouse intermédiaire, tout ça, je me suis dit peut-être que ça va l'aider. Bah non, ça aide pas, ça marche encore moins bien, 3h25 et c'est parti en timeout.
Donc, ingestion directe depuis un data flow dans un data warehouse, moins simple. J'ai pas mis que c'était pas possible. Je me suis pas cassé la tête. J'ai fait exactement le même code M dans les deux data flows. C'était pour faire quelque chose de très similaire. Tout ça pour Donc, un dire, data flow alimente les mêmes sources dans un lakehouse en 9 minutes. Par contre, tu peux pas alimenter un data warehouse. j'y suis pas arrivé sans faire des modifications que je n'ai pas fait sur le lakehouse. Donc c'est pour ça que j'ai mis que c'était plus complexe d'ingérer. J'aurais pu penser un peu distribution, j'aurais pu essayer de gérer des petites choses pour essayer de m'en sortir. J'aurais peut-être pu stager les données dans quelque chose d'autre, enfin, mais pas aussi simple. Pas de support du Direct Lake natif, à part à utiliser l'astuce pas très jolie de repasser par un lakehouse. Et on n'a pas de shortcut directement nativement supporté non plus dans les data warehouse. Donc si on n'est que sur du data warehouse, si je veux me connecter aux données d'un autre workspace, je vais être obligé de copier les données via un pipeline dans ce lakehouse. Parce qu'il n'y a pas de support de shortcut directement dans le data warehouse. Donc, tout ça pour dire, ça va? J'espère que vous êtes bien réveillés autant que nous. Moi, je me dis qu'à ce niveau-là, on n'a pas répondu à la question est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on choisit? Tu vois, enfin, on est clair sur le fait que, en fait, on est en train de se dire quoi? On est en train de se dire que globalement, on peut faire une archi full lakehouse, on pourrait faire une archi data warehouse. De chaque côté, on va avoir des avantages, des inconvénients, on va perdre des choses, on va en gagner. Donc, on va notamment gagner la sécurité, la clarification, je pense, sur le data warehouse. Par contre, moi, ce qui m'a fait un petit peu réviser le point de vue quand on a préparé ces démos, c'est qu'on perd quand même ce direct lake sur une archi data warehouse, quoi. Si on se fait un petit point d'étape déjà. Ouais, il y a ça. Et puis quand on a commencé à travailler ensemble, on se disait que le lakehouse c'était bien pour l'ingestion et pas forcément pour d'autres choses. Et puis finalement, en Ouais. commençant à travailler avec, on s'est dit mais ça évolue vite. Il y a des choses qui sont supportées maintenant qui ne l'étaient pas il y a encore quelques semaines et ça a l'air intéressant. Donc on se pose encore des questions. On a fait évoluer un peu notre réflexion là-dessus. Ouais. On a fait évoluer la réflexion aussi parce que je pense que quand on est parti dans cette discussion, le point qui était crucial, c'était la modélisation dimensionnelle qui est nécessaire notamment au dataset Power BI et qu'on avait comme première approche qu'a priori cette modélisation n'était pas dans le lakehouse, enfin qu'on n'avait pas l'habitude en tout cas de l'avoir dans le lakehouse, là où on la voyait plus facilement dans le data warehouse. Et là, tu nous as montré que même si dans un vrai projet avec X tables de staging, donc à nouveau X tables préfixées DWH, allait être un peu compliqué, mais malgré ça, on arrive à le faire, quoi. Ouais. Absolument. Et donc, du coup, la conclusion sur laquelle on est arrivé, c'est attention à ne pas sursimplifier, c'est-à-dire faire du lakehouse uniquement ou du data warehouse uniquement. Il y a peu de chances que ça arrive. Il y a des chances qu'on utilise tous les layers ensemble. Surtout qu'il y a des bonnes raisons à utiliser tous les layers ensemble. Il n'y a pas de coût additionnel. Vous payez pour une capacité. C'est pas plus cher d'utiliser le data warehouse ou le lakehouse. Ça, c'est une grosse différence. Avant, quand vous étiez sur Synapse SQL Pool dédié, quand vous utilisiez ce qui ressemblerait un peu au lakehouse, qui serait une approche SQL Serverless Endpoint sur fichier Delta, eh bien, ça vous coûtait quelque chose de très différent qu'une approche Synapse Pool dédiée sur lequel vous mettiez des 5000 de DWH, de DWU. Donc, du coup, là, vous êtes sur la même capacité. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, vous pouvez utiliser toutes les briques, ça ne vous coûtera pas plus cher. Ça vous coûtera une quantité de compute différente, mais pas forcément plus cher. En plus, que ça soit le data warehouse ou le lakehouse, les données sont stockées de la même façon, sous la même forme, dans OneLake. Dans OneLake, c'est ça. Ça aussi, c'est important. Peu importe ce que vous faites, vous finissez dans OneLake avec des tables dans le même stockage et au même format. Comme le disait Tristan dans le chat, il y a des chances, ça présage quand même d'une belle convergence des produits. Vous avez le même stockage sous-jacent, vous pouvez commencer à parler sérieusement de comment on fait pour que les produits marchent ensemble et répondent un peu aux mêmes enjeux.
Et par contre, un truc qui est très important et qu'il ne faut pas minorer, c'est peut-être parce que je vieillis que je dis ça, ou l'aspect technologique est normalement plus ce qui m'intéresse, mais pensez au semantic layer. Le fait que votre couche sémantique, votre couche d'organisation, votre gouvernance de données, elle est améliorée par le fait d'utiliser une boîte qui s'appelle un lakehouse pour un certain usage et une boîte qui s'appelle un data warehouse ou un data mart pour un autre usage. Donc du coup, on peut utiliser ces technologies-là aussi pour se dire, c'est les icônes qui m'intéressent. C'est un peu con de le dire comme ça. Ça me fait beaucoup rire quand je dis ça. On va dire, moi, si je veux faire un data warehouse, c'est pour avoir l'icône data warehouse et mettre dedans mes éléments qui ressemblent à un modèle dimensionnel. Bah Du oui, coup, j'ai envie de l'icône faire du ça. endpoint SQL du Lakehouse est très embêtante. Bah, du coup, soit c'est embêtant, soit ça m'ouvre plein de portes. Soit demain, je vais me dire que mon data warehouse, ce sera en effet sur endpoint SQL, mais il manque des choses pour pouvoir le faire aujourd'hui. Soit ce sera mon data warehouse à Fabric, et auquel cas, j'aurai quand même un lakehouse sous-jacent. Et en plus, on n'a pas besoin la plupart du temps de copier les mêmes données. Pourquoi? Je vous en parle tout de suite. L'architecture qu'on vous propose, je reviendrai sur toutes vos questions. Vous êtes trop énervés sur le chat. Si je me mets à interagir en même temps avec vous, je ne vais jamais m'en sortir. On a déjà 1 minute de retard en quelque sorte. Supposez qu'on se fixe de faire qu'1 heure, mais vu qu'on peut faire 12 heures sur ce sujet-là, on va essayer de se limiter. Donc je prends toutes vos questions par la suite. Je ne sais pas si quelqu'un qui fait de la data science a mis un petit langage learning model dessus là pour nous faire une petite synthèse des questions qui ont été posées. Mais si un data scientist est dans la salle, veut nous faire ça, qu'il n'hésite pas. On peut pas demander à ChatGPT? Je peux demander à ChatGPT, fais-moi une synthèse. Du coup, l'architecture qu'on vous propose, ouais. c'est une ingestion avec les outils que vous voulez. C'est cool, on a plein de briques. Dataflow Gen 2, aujourd'hui, ça marche pas très bien, mais ça devrait s'améliorer, on espère en tout cas. Pipeline, c'est plus limité qu'ADF, mais ça devrait s'améliorer. Les notebooks, ça marche plutôt pas mal pour l'instant. On est sur des produits en construction, vous ne posez pas trop de questions. Aujourd'hui, la majorité je vois des questions qui sont très est-ce que ça, ce sera possible? Est-ce que je peux versionner dans Git? Est-ce que je peux... C'est la preview. Ces choses-là, elles arriveront beaucoup plus tard. C'est des éléments qu'on a eu à la fin de Synapse Analytics, longtemps après que ça soit sorti. Donc, est-ce que ça va être prêt tout de suite? C'est pas sûr. C'est plutôt même sûr que non. Aujourd'hui, en tout cas, il y a la majorité de ces choses-là qui n'existent pas. Donc, on va prendre ces données, les mettre dans une zone de staging dans Fabric. Moi, j'aime beaucoup Fabric pour ingérer les données. C'est tolérant, ça va vite, les performances en ingestion sont bonnes parce que le moteur est peu exigeant. Donc, les données se mettent dans Fabric Lakehouse, elles s'insèrent vite et ça m'arrange. Sous forme de table? Sous forme, bien sûr, toujours ingéré pour des données structurées sous forme de table. Et ça a une grosse plus-value par rapport au Lake, l'approche Lake où on chargeait des fichiers. Là, on ne charge plus des fichiers, on charge des tables quand on a des données structurées. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, je vais pouvoir utiliser mon SQL si je suis à l'aise avec le SQL pour directement pointer depuis mon data warehouse. Je fais un data warehouse Fabric. Un data warehouse Fabric, peut-être demain un endpoint SQL de Lakehouse Fabric, mais aujourd'hui il n'est pas prêt pour le faire. Aujourd'hui il lui manque trop de choses pour que je puisse le faire, donc aujourd'hui c'est un data warehouse Fabric qui va venir pointer sur mes données du Lakehouse. Et le tout dans des procédures stockées. Si je suis à l'aise avec ça, je pourrais faire des notebooks, ça marcherait très bien. Je pourrais faire des data flows, ça marcherait beaucoup moins bien, mais je peux le faire. Si j'ai des petits volumes, ça marchera, mais bon. Et ensuite, je vais pouvoir me connecter sur mon modèle dimensionnel. Là, tout de suite, toi, tu vas me dire... Je vais dire. Mais Direct Lake, du coup. Bah oui. Mais parce que je pense que... Enfin, l'archi qu'on est en train de proposer, donc on va se connecter sur un modèle dimensionnel qui aura été fait dans le Data Warehouse et qui ira très bien pour Power BI. C'est l'archi qu'on avait en tête quand on a décidé de travailler ce meetup et qui permet, ce que j'aime bien que tu as dit juste avant, qui permet de rendre peut-être une sémantique beaucoup plus riche qu'un bronze, silver, gold qui nous évoquait
à toi encore moins qu'à moi, mais moins de choses. Là, on a vraiment un lakehouse en entrée, des transformations, un data warehouse qui supporte une modélisation et qui va nous permettre de faire toute l'analyse de données qu'on veut derrière. C'est vraiment l'archi qu'on avait en tête de base. Mais effectivement, la question se pose du direct lake. Donc oui, qu'est-ce que devient le direct lake dans cette histoire? Et est-ce que c'est pas un petit peu dommage de s'en passer, vu ce que tu viens de nous dire sur les performances? Et sachant que non, j'ai pas envie de faire des shortcuts de mon data warehouse vers lakehouse. Ouais, il y a une. Merci, c'est vrai. Moi non plus, j'ai pas envie. On espère que ils ajoutent la feature. Ça, c'est. Et il y a plein de features à arriver. On est sûr qu'il y a des choses qui vont évoluer. L'avantage, comme tu le dis, c'est qu'on garde quand même notre couche sémantique séparée. Euh, L'avantage d'avoir une ingestion dans le lakehouse, c'est d'éviter d'avoir les données brutes qui soient chargées le plus rapidement possible dans le cloud éventuellement, parce que là, j'ai des données qui viennent éventuellement d'on-premise, qui viennent de réseau, qui viennent de services web. Je vais les consolider quelque part, de la même façon qu'on avait tout intérêt à extraire les données d'SQL Server dans des NAS il y a longtemps, ou des SAN, parce que ça nous permettait d'avoir les données sous format CSV et puis ensuite de les ingérer. Et même si on ne les réutilisait pas, ça avait un intérêt en préparation des données avant de les ingérer dans un modèle dimensionnel et de faire des transformations dessus. Une fois qu'on est dans le data warehouse, ce qui est intéressant, alors si je prends mon architecture cible, tac, que je me mets sur... Alors c'est sur quel... C'est sur service client que j'ai fait ça. Tac, 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 service client. J'ai donc une table, donc un chargement quotidien. Alors j'ai encore un... Ce truc me stresse tellement là, de ne pas pouvoir ouvrir plusieurs pipelines en même temps. Mon chargement quotidien, ça va être une ingestion. Cette ingestion va prendre des données de Dataverse, va prendre des données d'une base SQL Azure, des données de SharePoint. Et là, on voit tout l'intérêt déjà d'avoir plusieurs solutions de copie de données. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de copier des données avec Azure Data Factory depuis SharePoint, c'est la galère totale. Vous utilisez un flux de données Dataflow Gen 2, là, c'est direct. Donc, on ramène les données dans notre lakehouse et ensuite on a une procédure stockée qui va venir directement pointer vers ces données. Vous voyez, j'ai pas d'étape de copie supplémentaire. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'ouvre, je vais faire un peu de ménage sur tout mon bazar, si on peut en ouvrir autant qu'on veut ici. Tac, tac, tac. Et ben non. Hop, si je reviens sur service client, si j'ouvre mon data warehouse à ce niveau-là, je vais ouvrir le point de terminaison SQL. Hop. Bon, non, bah non, je suis fou. Je vais ouvrir le data warehouse. Hop, le data warehouse ici. Data warehouse sur lequel je peux me connecter avec SQL Server Management Studio, avec tous les outils que j'ai l'habitude d'utiliser qui supportent le SQL. J'ouvre les procédures stockées, je retrouve bien ma procédure stockée ici. Et pour alimenter ma DIM client, j'ai pu faire quoi? Alors j'ai pas pu faire un truncate, je vous l'ai dit, c'est toujours pas possible aujourd'hui. Donc j'ai pu faire un drop table if exist, éventuellement sur une table de DIM client. C'était pour faire une table temporaire, parce que les tables temporaires sont pas supportées non plus pour l'instant. Bon, bref, soit. J'ai pu faire des CTE, avec toutes les fonctions de gestion de caractères qu'on connaît bien en SQL, faire des group by, et j'ai pu faire ma jointure sur mes différentes tables pour produire ma dimension. Produire ma dimension et l'insérer éventuellement dans une table de travail temporaire. C'est un choix du développeur en l'occurrence. On aurait certainement pu faire sans. Voilà. Là, on insère dans une table temporaire qui est finalement une table persistée malgré tout. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est quoi ça? Service client point. Service client point, service client point. Ces tables-là, c'est des tables qui viennent directement de mon lakehouse présent dans le même workspace. Donc ça veut dire que là, en faisant select étoile from service client.dbo. Et ben pas de bol, j'ai pas l'autocomplétion qui a décidé de s'allumer. Mais bon,
c'est con parce que d'habitude elle fonctionne. D'habitude j'ai de l'autocomplétion. Ça, c'est l'effet C'est démo. l'effet démo, voilà, c'est pas grave. Ce serait Donc pas drôle sinon. avec l'autocomplétion, on voit que je vais pouvoir interroger directement les tables de mon lakehouse. Les tables que vous voyez là, dbo.commune, département, région, elles sont pas présentes dans mon data warehouse. C'est bien rangé, elles sont pas dans un schéma ailleurs. Elles sont carrément à l'extérieur. Et sans les copier, je peux pointer dessus. En pointant dessus, j'ai pu commencer à faire mes transformations, mettre à jour mes données, faire mes CD2 si j'en ai besoin, faire mes dimensions à variation lente, faire mes tests et insérer mes nouvelles lignes. Et donc, j'ai vraiment cette connexion transparente entre un data warehouse et un lakehouse. Qui appuie donc le fait qu'on pourrait imaginer une architecture avec tous les items finalement et utiliser un lakehouse et puis ensuite un data warehouse. Absolument. Et à la fin, avoir un dataset qui aujourd'hui aurait des moins bonnes performances dans certains cas, mais qui aura le mérite de fonctionner. Donc, ouais. Ouais, je te propose du coup, si tu as fini, qu'on passe sur notre dernière slide avec une approche plus data mesh. Et par contre, juste avant la conclusion, sache que Jean-Pierre a demandé à ChatGPT s'il ne pourrait pas nous faire une petite synthèse des questions qui ont été posées dans le chat et que ça a été fait. Ce sera beaucoup plus simple. Excellent. Voilà. Si j'ai pas rêvé, il y a des gens qui ont continué à poser des questions après. Ah oui, mais il a rétracté son message pour reposter quand tout le monde aura fini de poser des questions, je vois. Très bien. Merci pour l'info. Et donc oui, si on ajoute... Pardon. Pourquoi on arrive à cette slide? Parce que quand on discutait sur le Meetup, donc on propose une architecture avec un lakehouse, un data warehouse, et puis ensuite tous les rapports Power BI via dataset qui pourront aller dessus, très bien. Et je t'ai dit, mais du coup, on est en train de se dire quoi? Est-ce qu'on est en train de se dire que ce lakehouse et ce data warehouse, à l'image de ce qu'on a connu, toi et moi, avant, est-ce que c'est les données corporate de l'entreprise? Est-ce que c'est censé tout stocker? Comment ça s'organise, en fait? Est-ce qu'on va en avoir plusieurs, puisqu'on pourrait très bien faire plusieurs lakehouse, plusieurs data warehouse dans un même espace de travail, dans des espaces de travail différents. Donc, comment on élargit un petit peu cette architecture à l'ensemble de l'entreprise dans Fabric? Ouais, en plus, c'est bien parce que ta question, elle va rejoindre les dernières questions qui ont été posées là dans le chat. L'architecture de Fabric, elle est définitivement décentralisée. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire des workspaces qui soient orientés le plus métier possible. C'est ce qu'on retrouve à travers les domaines que tu as très bien mis en avant avec des couleurs différentes. Donc, avoir des workspaces qui sont attachés à des domaines différents, des domaines avec des business owners, des sachants, des data owners, des personnes qui sont du data office, on pourrait même espérer, qui vont connaître ce métier-là et s'assurer que la qualité de ces métiers-là soit bien la bonne, au sein des métiers idéalement. Et ça le permet via plusieurs choses techniques. La première chose, c'est qu'on peut faire autant de workspace qu'on veut, qu'on peut gérer les permissions au niveau workspace et donc gérer ses équipes dans ces différentes répartitions de workspace, que dans ces workspace, on peut provisionner les ressources dont on a besoin. Ce ne serait pas étonnant que certains projets utilisent certaines briques et d'autres non. Souvent, on prend l'exemple du machine learning. Il y a certains workspaces dans lesquels il va y avoir du machine learning et certains dans lesquels il n'y en aura pas parce que l'équipe n'a pas du tout la maturité et c'est pas grave. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça s'est fédéré via OneLake Data Hub, le fait qu'on a un catalogue global, qu'on ait une centralisation au niveau autonome de toute l'information. Et on va pouvoir du coup aussi jouer sur les capacités de raccourci. Il y a une question qui était posée, c'était ça marche les données du lakehouse, ça marche uniquement au niveau du data warehouse si les données sont dans le lakehouse du workspace. Oui, on peut faire un select étoile from ma table du lakehouse uniquement si elle est dans le même workspace. Par contre, je peux très facilement utiliser les shortcuts du lakehouse pour rajouter un lien vers un lakehouse extérieur dans le workspace. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir ce lakehouse à disposition dans l'architecture. C'est que ça va vraiment être notre couche d'intégration, ce lakehouse. Ça va être cette couche de fédération des données à l'intérieur d'un premier service, que ça soit en ingérant les données à l'intérieur ou que ça soit en allant chercher les données via les raccourcis à l'intérieur pour les exposer et pour pouvoir les réutiliser. Donc, d'où le fait de se dire qu'en fait,
peut-être que nos différents workspaces, au travers donc des lakehouse et des data warehouse, vont être une vision métier de la donnée à ces différents stades de vie. Et ce qu'on avait déjà émergé et mis en avant dans le précédent meetup qu'on a fait ensemble, le One Lake Data Hub prendrait vraiment du coup toute sa force, pour le coup, porterait vraiment bien son nom de Data Hub, de se dire que c'est à cet endroit qu'on aurait peut-être la vision consolidée globale des données de l'entreprise et non plus comme on avait l'habitude dans un même espace de stockage. On a toute la vie des données de l'entreprise. Là, voilà, elle va être un peu segmentée par métier, par workspace, par domaine. Et si on veut avoir cette vision globale, on ira au niveau du Data Hub. Absolument. Et on retrouve cette logique-là dans Power BI. Si on va dans Hub de données, tout de suite, ça nous propose quel domaine tu veux. On sélectionne le domaine et on voit les choses auxquelles on a accès. Donc ça devient une question de qui me donne les accès ou comment demander les accès plutôt que de dire quel endpoint. Ah, c'est quoi le endpoint SQL qu'il faut utiliser déjà pour récupérer les données du marketing? Ah, ben ça, il faut que tu demandes à l'équipe IT qui gère le portail Azure, l'équipe data. Elle doit avoir la liste. Il faut que tu demandes ensuite à la personne 2. Là, on a Sachant directement que les les honneurs. domaines, pour l'instant, c'est plus un tag quand même. On ne porte pas de droit d'accès au niveau des domaines. On est plus sur un tag qui vont permettre de dire que tel espace de travail, et c'est bien l'espace de travail qui portera les accès de qui a le droit de voir quoi, etc. Mais que tel espace de travail appartient à tel domaine. Et effectivement, après, si tu filtres sur tes domaines, ça te permet de voir uniquement les stockages de données grande maille, puisqu'on retrouve aussi les data flow, les datasets et les data mart associés à ce domaine-là, quoi. Les domaines, c'est juste un tag. C'est un peu moins vrai quand on commence à mettre PureView dans l'équation, quand on commence à mettre... Donc il y a quelque chose aussi à développer autour de ces usages-là avec PureView en trame de fond. Donc voilà, il y a vraiment en tout cas tous les outils qui vont bien. Et ça nous ouvre quoi comme possibilité? Ça nous ouvre un peu les composite modèles, mais non plus au niveau Power BI, mais les composite modèles à l'échelle de la plateforme de données complète. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'aller copier la donnée depuis le système de la finance pour récupérer la table des Forex de la semaine dernière. Je peux directement faire un raccourci depuis mon lakehouse vers la table du Forex de la finance qui va se charger de la mettre à jour et ce sera bien, comme ça j'aurai pas besoin de m'en occuper et j'aurai toujours accès à la donnée fraîche chez moi parce qu'on m'a donné les accès, parce qu'il y a eu ce partage de confiance. Si on rajoute une couche de lineage et de sécurité globale, parce que le problème ça va être la gestion de la sécurité, quand on commence à faire une pieuvre comme on est en train de faire là, c'est comment tu fais pour savoir où les choses sont utilisées. Tiens, je vais renommer une colonne qui je vais casser. Tu vois, la fameuse question à $1 million. Donc ça, faut qu'on s'outille à travers ça. Mais la promesse de fabrique, dans les promesses de fabrique, il y a cet outillage-là. Donc, Yes. très adapté pour cette approche, les architectures fabriques, très adaptées pour une approche data mesh. En conclusion, On a avant fait une d'essayer de répondre à conclusion. vos questions, Une conclusion en 2 temps, sinon ça serait pas trop drôle. Non, je pense que ce qui ressort vraiment de nos tests, et malgré, en fait, c'est ça qui m'intéresse, malgré l'idée dans laquelle on était parti et sur laquelle on était très sûr de nous, en tout cas, une approche full data warehouse, aujourd'hui, on se dit que c'est pas une bonne idée. Notamment parce que faire l'impasse du direct lake, ce serait vraiment, vraiment dommage sur Fabric. Et puis, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et finalement, c'est ça qui était peut-être un petit peu plus surprenant, une approche full lakehouse pourrait fonctionner en fait. En sachant qu'on est encore un petit peu pauvre sur tout ce qui va être sécurité, sur tout ce qui va être rangement de nos différentes tables, etc. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on s'attendait à faire la conclusion que l'approche full lakehouse pouvait marcher versus la full data warehouse. disons qu'à partir du moment où on a compris que Microsoft, en fournissant ce lakehouse, fournissait aussi un endpoint SQL qui commençait de plus en plus à ressembler à un data warehouse sérieux, Ça. le discours s'est mitigé un petit peu. Mais dans tous les cas, sémantiquement, on veut cette couche data warehouse, on veut cette couche lake pour l'ingestion native. Ça, c'est sûr. Dans tous les cas, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est que Microsoft continue de développer Fabric. On est au début de l'histoire. On est au début vraiment de l'histoire de Fabric.
Et pour le dire aussi, je pense que il s'est passé quoi? Il s'est passé 2-3 semaines sur nos temps de test et pour dire à quel point Microsoft continue de développer Fabric sur ces 4 semaines de test. Il y a des choses qui nous posaient problème et qui fonctionnaient pas et qui ont été corrigées sur l'intervalle de temps qu'on a eu. Donc oui, ils sont effectivement bien en train de développer et on peut pas se dire que la vérité d'aujourd'hui sera forcément exactement celle de demain, quoi. Non, on peut pas. Ça avance très vite chez Microsoft sur ce domaine-là. Je sais pas si vous vous souvenez des débuts de Power BI, hein. Les débuts de Power BI, c'était soit des arrachages de cheveux, soit des joies incommensurables. Voilà. Donc on va se remanger Nos débuts. ces 3 prochaines années facilement ce genre de choses. Et Et, et ce qui est le plus important de cette conclusion, c'est que le modèle dimensionnel sera forcément pas une option, sera forcément obligatoire, peu importe l'architecture sur laquelle on va. C'est pour ça qu'on avait accordé une telle place au data warehouse à la base. C'est pour ça qu'on se dit que le lakehouse peut être une solution à condition d'avoir préparé ce modèle dimensionnel, d'avoir préparé les tables qui vont bien et de pouvoir du coup faire un dataset qui fonctionne. Mais en tout cas, c'est obligatoire. Enfin, je reste là-dessus. est-ce que Jean-Pierre dit dans le chat par Kimball, point. Oui, je ne l'ai pas cité, hein, tu vois. Ouais. Bah, faut rendre à Kimball ou à Heinemann ce qui leur appartient, à supposer que. Mais je savais que Jean-Pierre était dans le chat et qu'il le ferait tout. On parle bien, d'ailleurs, quand on voit la conclusion, c'est pour rebondir à un point de Tristan, on parle bien de Microsoft va finir par compléter ses outils, close the gap, fermer les écarts, enfin régler les écarts entre Lakehouse, Data Warehouse, mais aussi Datamart et Dataset. Le dataset est complètement mature aujourd'hui dans les approches Power BI et on peut faire des choses extraordinaires avec les datasets. L'import est pas mort du tout, on va continuer à faire de l'import, il y a des performances qui sont toujours impressionnantes et sur des petits projets ça va, enfin et même sur des moins petits projets, mais il y a plein de scénarios dans lesquels les datasets vont être la solution. Pas de débat là-dessus. Et de la même façon, je suis convaincu que les datamart seront aussi partie de la picture quelque part. Aujourd'hui, ils y sont pas du tout, mais un jour, parce que j'ai besoin de cette couche supplémentaire aussi en termes de layer juste sémantique. Encore une fois, c'est une histoire d'icône, c'est pas une histoire de fonctionnalité. D'icône et de licensing. J'ai besoin On en d'avoir a un truc que les utilisateurs PPU puissent mettre quelque part, par exemple. On n'en a pas beaucoup parlé, mais effectivement, je sais ton optimisme sur les data mart et je pense que tu l'inscris particulièrement dans cette approche data mesh où le métier aurait la main sur ces données et sur la possibilité de faire pas mal de choses sur ces données. Oui, puis on a quand même un fort existant. Alors il y a Kimball, mais il y a Inmon qui existe aussi. Et il y a un fort existant de Data Warehouse Inmon. Les personnes qui vont continuer à adopter l'approche Inmon, ils vont continuer à faire un data warehouse central géré par l'IT avec de la centralisation importante, des règles de métier, une approche top-down, l'implémentation des règles de gestion pilotées par le métier et la direction, et ensuite avoir une vision validée et des data mart qui seront sourcés de là, qui apporteront un incrément plus business avec une dérivation métier, enfin avec des dérivés beaucoup plus métiers. Donc on pourrait refaire un data warehouse par-dessus ça, mais je perdrais juste cette couche de vocabulaire parce que ça existe dans la littérature depuis longtemps. Et c'est peut-être juste un icône. Ça me dérange pas. Un icône et du licensing. Après la technologie en dessous, je rejoins le premier truc qu'on a dit. Idéalement, on aura plein de briques qui seront toutes technologiquement intégrées avec les mêmes notions de table, qui feront quasiment la même chose. Et du coup, ma vie sera belle. J'aurai plein de compute à disposition. Et quand je voudrais faire une analyse de time série, je ferai une requête KQL extraordinaire. Et ça fera une table au bout. Et la table, elle sera interrogeable directement par mon lakehouse, mon data warehouse, par la personne de la finance qui aura besoin de ma table, etc. Donc, il y a cette histoire qui m'intéresse. Est-ce qu'on se ferait pas quelques petites questions? Je crois qu'il y en a T'as quelques-unes. plus la vision que moi sur les questions. Donc il nous reste, on va dire qu'on se laisse 6 minutes, ça va aller vite. Tac, tac, tac. Je repasse rapidement. Tu nous fais une petite, je te fais une petite chanson d'ascenseur en attendant. Donc il y a Christophe qui fait un commentaire. Tiens, on n'a rien sur la sauvegarde. Non.
Il n'y a rien sur la sauvegarde et à vrai dire, c'est une sacrément bonne question. D'aucuns te diraient sur les workloads analytiques, il n'y a pas besoin de sauvegarde parce que tu peux tout régénérer depuis les sources. Ce qui est souvent un mensonge, surtout que les data warehouses ont vocation à faire de l'historisation. On le rappelle, un data warehouse, le but, c'est pas uniquement de copier les sources, c'est une partie de l'usage, mais si on parle de SCD au-dessus de 1, en tout cas, on commence à historiser les sources, voire à garder, même en SCD1, des sources qui sont dépréciées et qui sont consolidées avec des systèmes opérationnels qui, eux, existent. Donc, il faudrait des solutions pour la sauvegarde. Aujourd'hui, ce qui peut éventuellement répondre partiellement à la question, il y a des capacités de time travel dans Delta, mais n'appelons pas ça de la sauvegarde, ce serait pas sérieux. Donc, on peut peut-être sauver les meubles. Après, il y a une solution pour sauvegarder. Tu sais, tu ouvres OneLake Explorer, tu fais un clic droit, copier, et puis tu mets ça sur ton disque. Si tu as 30 Tera de données, il y a moyen que ça soit sympa. Donc non, Mhm. pas de solution sérieuse. Ensuite, ça c'est répondu. Row level security, donc on peut en implémenter soit au niveau des datasets, soit au niveau des tables dans le cadre du data warehouse. Le data warehouse peut implémenter du row level security. Par contre, c'est pas mature encore pour l'instant et il y a plein de choses à continuer dans l'histoire. Au-delà du row level security, il y a toute l'histoire de comment est-ce que les permissions sont transférées dans certains usages, en particulier sur les shortcuts. Donc il y a toute cette histoire. Direct Lake, ok, je pointe directement sur une table sous-jacente, mais comment est-ce que ça se passe si jamais j'ai besoin de mettre des règles de permission? Bon, au niveau du lake, comme je l'expliquais, on n'a pas tant de granularité que ça pour l'instant. Au niveau du data warehouse, il y a des choses à faire. Et au niveau des datasets, il y a la possibilité de faire de la RLS comme toujours en DAX. Est-ce que les data warehouse, les devs peuvent être inclus dans Azure DevOps trop tôt? Trop tôt, aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, quand on synchronise avec Git, ça donne le petit logo que vous voyez ici, hop, en bas dans espace de travail. On peut prendre n'importe lequel. Non, là, je ne l'ai pas activé. Je vais le prendre sur celui-ci. On voit ce magnifique colonne statut Git. Voilà, ça, c'est les items fabriques. Ça parle de lui-même. Pour l'instant, c'est unsupported. Du coup, le Je côté suis en train, élastique est ouais. perdu. Ça, j'ai pas. Je suis en train de lire le super résumé des questions générées par ChatGPT du coup. Merci Jean-Pierre. Et je vois qu'il y a une question de Yazid et Alex notamment, si j'en crois ChatGPT du coup, sur la migration depuis Synapse et la place de Synapse Workspace dans l'écosystème MS Fabric. Je sais pas si tu l'avais vu, si tu as envie de dire un truc là-dessus ou La pas. place de Synapse Workspace? Ouais. Je pense que si je comprends la question, tu as peut-être la vraie question, moi j'ai le résumé, mais je pense que Synapse se retrouve en fait comme beaucoup d'autres produits qui existaient avant Fabric au travers de certaines expériences. On a peut-être un petit peu moins parlé aujourd'hui, mais si tu cliques là sur Power BI en bas de ton écran, on retrouve Synapse dans différentes expériences. Donc après, la migration, faudra voir quand Fabric va évoluer, comment ça va évoluer, quand on va passer en GA. Est-ce que l'existant qui existe aujourd'hui sur Synapse a vocation à être passé sur Fabric? Je pense que ça va beaucoup dépendre du contexte, ça va beaucoup dépendre d'à quel point on veut intégrer Fabric dans l'entreprise ou pas. Et je pense quand même que Synapse, pour l'instant, n'est pas voué à totalement disparaître. Donc, peut-être attendre de voir comment évolue Fabric, quoi. Tu dis ça à un mec qui a écrit un article de blog qui dit Synapse Workspace, Je Synapse sais, Analytics c'est mort. je sais, mais Ah, je te donne mon avis quand même là-dessus. c'était du troll, non, ça va pas disparaître tout de suite. Par contre, démarrer un projet en 2023 au vu des connaissances qu'on a sur Synapse, c'est compliqué. Euh, on est dans une situation inconfortable. Les scénarios de migration vont exister. Il y a déjà des gens qui ont fait des trucs assez extraordinaires. Il y a des gens qui ont fait des librairies qui parsent les Azure Data Factory et qui arrivent à les convertir en Fabric, ce qui est plutôt pas mal. Même les mapping data flow, il y a quelqu'un qui a fait un truc pour convertir les mapping data flow en quelque chose en Spark, en Notebook Spark. La communauté va certainement nous aider à nous sortir des migrations aussi. Donc ça, Ah, c'est la bonne nouvelle. Bon, on n'y est pas pour l'instant, de toute façon, il on faudrait n'y est déjà pas. avoir une JA.
Il y a une bonne question de Gaël qui est on perd avec la notion de capacité, on perd l'élasticité. Au niveau de la capa, en effet, une capa, c'est pas élastique. Et c'est aussi ce qui plaît d'ailleurs. Aujourd'hui, quand on est sur une approche plus Azure Data Factory ou SQL Serverless, en effet, on est sur quelque chose de très élastique. Plus on va consommer, plus on va avoir, plus on va payer. Et je pense que Microsoft a entendu une partie des clients qui disaient c'est gentil comme concept, j'aime bien, mais quand je fais du BigQuery, et ça j'en connais quelques-uns, quand je fais du BigQuery, au début on faisait 100 euros, et puis maintenant on fait 10 000 euros, et il y a des mois où il y a quelqu'un qui fait une mauvaise requête, on fait 15 000 euros dans le mois, ou 20 000. Je peux mettre des limites, mais quand je mets des limites, et ben en fait mon service arrête de tourner, ou des choses comme ça. Ça me demande du temps à gérer, et donc du coup la capacitaire, en effet, c'est capacitaire. Après, c'est quand même une capacité flexible. Aujourd'hui, si on veut déjà attacher un workspace à une autre capacité, ça se fait extrêmement simplement, hein. On a juste à aller dans les paramètres et puis de changer la capacité. Il y a une indispo, mais elle n'est pas très longue. Ça, c'est une première chose. Donc, on peut faire un plan où on a plusieurs capacités, plus pour plusieurs capacités pour plusieurs workspaces. C'est faisable si on veut faire un peu de planning. Et puis, ce sera l'occasion de remettre au goût du jour les capacity planning. Et Tristan veut pas qu'on fasse plus d'une heure 30. Pas gentil. Et il ne faut pas Non. oublier aussi que Fabric permet de changer la taille et de changer aussi du coup, ses capacités. Bon, jusqu'à 280 000 euros par mois, là, ça c'est pas mal. Et c'est quasiment instantané. Hein, si je C'est passe ça. de F2 à F4, ça va être quasiment instantané. À Plus le la hausse fait comme qu'on à la peut faire baisse. du pause et du start. À la hausse comme à la baisse. Et aujourd'hui, il n'y a pas de différence. On peut pas, il y a pas de. Quand tu as mis du F4, tu peux plus revenir en arrière. Donc, on n'est plus aussi élastique qu'on l'a été, mais on peut commencer à imaginer des scénarios dans lesquels on va monitorer les usages, voir les longueurs de queue quand il y aura des vrais logs, et dire ah bah là mes jobs commencent à prendre du retard, je vais mettre de la capacité supplémentaire. À voir si Microsoft implémente pour aussi des vCore élastiques comme ils ont pu le faire avec Premium, en espérant qu'ils ne fassent pas quelque chose d'aussi cher que les vCore élastiques de Premium, et quelque chose de plus réaliste. Allez, on prend encore deux petites questions et puis on arrête, Tristan. J'ai vu que tu en avais une en plus à la fin, là. Je vais prendre la tienne puisque c'est ça. Est-ce que les archis ADF plus Azure SQL DB sont mortes? Autant tout faire dans Fabric. Voilà la question horrible. Je pense pas. Personnellement, je suis convaincu qu'elles vont perdurer déjà parce que Fabric, c'est un produit en SaaS. Toutes les entreprises veulent pas mettre leurs données dans une solution SaaS. Donc, toutes les entreprises qui voudront pas s'engager dans Fabric, mettre leurs données à un niveau de tenant, avoir une histoire de One Lake, vouloir faire une organisation qui soit pas celle de Fabric, qui veulent pas mettre leurs mains dans une solution SaaS de plateforme de données, elles continueront à faire du SQLDB, elles auront raison. Et puis Fabric se présente un peu comme une suite fantastique d'outils pour qui a envie aussi d'être de bout en bout dans cette suite-là. Et peut-être que certains n'auront pas envie de s'inscrire exactement dans la logique. Donc moi, je pense aussi qu'il y a toujours un monde à côté et qu'il n'y a pas forcément que Fabric. Il n'y a pas que Fabric, il y a aussi Databricks qui est un produit qui marche très bien, qui est aussi une alternative viable. Pour moi, je vois deux alternatives viables dans le futur sur Azure en plus de. Alors, je passe Snowflake qui est aussi un produit extraordinaire, donc je le mets de côté volontairement parce que c'est moins dans le giron du Microsoft aime bien. Mais si on se concentre sur les produits que Microsoft aime bien et sur lesquels ils vont continuer à mon avis à communiquer, on aura les archis SQL ADF, SQL plus Azure Data Factory, et les archis Databricks plus intégration Azure. Et je peux en rajouter une autre ou pas? Ah, vas-y. Il y a peut-être encore un monde où on n'aurait que du Power BI, finalement, de bout en bout, qui te permet de faire de l'ingestion jusqu'au reporting. Carrément, carrément. Il y a des questions du genre, est-ce que c'est pertinent d'onboarder des juniors sur ADF et Synapse? Alors déjà, ADF et Synapse, il y a plein de concepts qu'on retrouve dans Fabric. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît ADF, il est très aligné avec l'approche pipeline de ADF, par exemple, de Fabric. Ça, c'est un premier point.
Et ça permet aussi de connaître ADF, de voir à quel point on est en retard sur la sécurité dans Fabric. Donc c'est intéressant. Ça permet de voir qu'aujourd'hui, l'authentification, c'est principalement de l'authentification sans identité programmatique au niveau du workspace, par exemple, ce qui peut être gênant comparé à ce qu'on avait avec les Azure Data Factory. Donc il y a des intérêts. Je ne sais pas s'il y avait des questions encore auxquelles il faudrait qu'on réponde. On va commencer à voir le bout. On pourrait ne jamais s'arrêter, tu sais bien. On pourrait ne jamais s'arrêter. Eh bien, du coup, je pense qu'on peut conclure. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Marie, pour tes explications très claires, comme d'habitude. Merci à toi pour les démos surtout, qui ont permis d'apporter des réponses en termes de perf et de se rendre réellement compte de ce que ça donnait à date et de trancher aussi, de se faire un avis un peu plus concret. Moi, j'espère surtout qu'on a été clair et qu'on aura permis d'apporter des bribes de réponses en tout cas. Ouais, pour être sûr d'être clair, conclusion, faites un Lakehouse, puis un Data Warehouse dans Fabric. Ça marche même sur des petites capacités parce que c'est le même prix, c'est intégré dans la même boîte. Et à la fin, vous faites éventuellement des datasets si vous voulez en plus, mais vous faites du reporting dessus. Et à la fin, vous faites un... Merde, je vais manger le dernier truc que je voulais mettre. Et vous faites un N'oublie pas modèle le modèle dimensionnel. Ouais, dimensionnel. pardon, c'était ça. Merci. Et vous faites un modèle dimensionnel, ça disparaît pas. À très bientôt, merci encore, et à bientôt chez les gentils développeurs Data Platform. Salut.